Et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, fin du franc CFA. Un pas vient d'être franchi. La France a adopté le projet de loi validant la réforme de l'accord monétaire qui lie Paris aux 8 pays de l'UEMOA. Le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone, selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. On vous explique tout dans cette édition. Passer la fête de Korité avec ses proches, la tradition ne sera pas perpétuée cette année par beaucoup de Sénégalais. Aucune autorisation de circuler ne sera délivrée. Une volte-face du ministre de l'Intérieur qui fend le cœur des habitués du retour à la terre natale en période de fête. Et puis comment se déroule l'inhumation des morts du coronavirus? Vous le verrez, pour empêcher le virus de surgir, les dépouilles sont ensevelies jusqu'à 1,50 m sous terre. Reportage à suivre au cimetière de Yoff. 97 Covid+ enregistrés aujourd'hui. Nous ferons le point sur la situation de la capitale. À Dakar, le virus est toujours en phase d'expansion. Mais avant le développement de tous ces titres, ce drame qui secoue la ville de Ziguinchor. Un homme a tué son cousin à coups de corne avant de disparaître. Les détails dans ce récit de Boubacar Diassi. Personne ne sait où il est. Depuis hier nuit, mais les hommes de tenue sont en train de faire tout leur possible pour qu'il l'arrête. Parce que non, c'est terrible. Il est têtu, mais de là à supposer qu'il va tuer quelqu'un, non, ça on n'a jamais fait. Ça. Mais il n'est plus à l'école. J'ai tout fait, je l'ai fait entrer à l'école, je l'ai fait entrer dans la mécanique, dans la soudure. Mais, il ne veut pas. On a tout fait. J'ai tout fait pour l'aider. C'est moi qui l'ai fait entrer à l'école. Il est ressorti. À l'âge de 7 ans, il est ressorti. Mais il doit avoir dans les 23 ans. Ah, c'est un gosse, rien du tout. Voilà, c'est plutôt le chef de la famille du présumé meurtrier. Dans un tout autre registre, les engagements sont tenus et nous sommes au rendez-vous, affirme Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Le gouvernement français a adopté ce mercredi en Conseil des ministres le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA, une étape importante en perspective de l'adoption de l'éco. Explication Maïmouna Ndiaye. Un nouveau texte qui valide la transformation du franc CFA qui deviendra éco. Le projet de loi est adopté en Conseil des ministres ce mercredi par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette même disposition va en même temps mettre fin aux réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor, si l'on se fie au porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye. Rappelons que ce projet de loi français est le fruit de l'accord de coopération signé entre Emmanuel Macron et les gouvernements des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'était le 21 décembre 2019. Le président français annonçait à l'occasion d'une visite du président de la République en Côte d'Ivoire ce qu'il appelle réforme historique et ambitieuse de la coopération monétaire entre la France et les États africains. Autre décision phare, le retrait de la France des instances dans lesquelles elle était présente. Entre la France et les 8 pays de l'UEMOA, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, il a été aussi question d'élargir des discussions autour de la parité fixe avec l'euro et le franc CFA. Avec cet accord, non seulement la coopération monétaire va évoluer, mais également les modalités d'échange entre la France et l'UEMOA seront revues. A préciser qu'avec la monnaie commune ouest-africaine, d'autres changements pourraient être opérés. Merci Maïmouna. Venons-en à la situation épidémiologique du jour. 97 Covid+ sont enregistrés principalement dans la région de Dakar. Le virus est manifestement toujours en expansion dans la capitale. Aminata Mbaresso.
1, Yeumbeul 38, Keur Massar 28, Diamniadio 25. Depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal, 2714 cas ont été déclarés. Sur ce chiffre, 1497 sont aujourd'hui sous traitement dans les hôpitaux sénégalais. Et merci Amina. Retenez que 9 cas graves sont internés dans les services de réanimation et 30 personnes ont succombé du SARS-CoV-2. Justement, comment se déroule l'enterrement des personnes décédées du coronavirus? Les tombes sont creusées jusqu'à 1,50 m au cimetière de Yoff, une profondeur inhabituelle mais nécessaire. Selon le comité de gestion, il est difficile de faire respecter les gestes barrières, surtout lors des prières mortuaires qui peuvent regrouper plus de 100 personnes. Mort du corona, un enterrement pas comme les autres. C'est un reportage de Mohamed Somb et Youssou Baro. Une dizaine de personnes décédées du Covid-19 inhumées au cimetière de Yoff depuis l'éclosion de la pandémie au Sénégal. L'accès aux nécropoles réservé aux défunts du Covid-19 formellement interdit au grand public, nous informe le gestionnaire. Toutes les dispositions sont prises pour stopper la propagation du virus susceptible de provenir des décédés du Covid-19 à domicile. Les personnes qui sont décédées déjà du Covid sont amenées par une équipe médicale. C'est les services d'hygiène, c'est toute une équipe médicale qui s'occupe de ça, les sapeurs-pompiers et autres. Nous nous occupons uniquement de l'inhumation, mais Fossoyeur, ce qu'on doit faire, c'est de creuser d'abord. On creuse et maintenant eux, cette équipe, quand elle arrive avec ses hommes, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de l'inhumation. Ils désinfectent d'abord le périmètre et tout, le corps, tout mis dans un sachet et on descend le corps. Avec une différenciation sur les concessions mortuaires, la profondeur de la tombe des décédés dus au coronavirus dépasse les 1 mètre. Ce n'est pas comme les autres inhumations simples. On a une profondeur de 60-70 cm. Par contre, s'il s'agit d'une personne décédée du Covid-19, c'est des profondeurs de 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Il nous arrive parfois que des familles qui nous imposent que telle personne, que leurs parents doivent être à côté de son épouse ou de son époux. Alors là, bon, l'impossible n'est obtenu. Mais par contre, s'il y a les possibilités de le faire, on le fait. Face au nombre pléthorique d'enterrements enregistrés par jour, le gestionnaire du cimetière de Yoff déplore le comportement des accompagnants qui ne respectent pas les consignes durant les prières mortuaires. C'est juste une quinzaine de personnes, une vingtaine maximum. Mais par contre, depuis ces derniers jours, moi, j'ai constaté un risque vraiment énorme. C'est une centaine, 200 personnes qui viennent pour une prière mortuaire, pour une inhumation. Mais la distanciation dont on parle là, moi, je ne la vois plus. Je ne la vois plus. On se côtoie, mais c'est des rangs serrés. Mais c'est difficile. Le Covid-19 fait encore des victimes en dehors des structures sanitaires avec des décès à domicile. Ce sont les cas post-mortem, une situation qui nécessite la vigilance des gestionnaires de cimetières. Celui de Yoff s'attelle à faire respecter les gestes barrières. Merci Mohamed. Et puis retenez dans le volet thérapeutique à propos du Covid Organics, l'OMS signera une clause de confidentialité sur sa formulation et appuiera le processus d'observation clinique qui s'étendra en Afrique. C'est ce qu'a affirmé le président malgache sur son compte Twitter. Certains parmi vous ne passeront peut-être pas pour la première fois la fête de Korité sans vos proches. Pour limiter les déplacements suite à la flambée du virus dans la région de Dakar et les départements de Mbour et Thiès, aucune autorisation spéciale de circuler ne sera délivrée dès ce soir par le ministère de l'Intérieur. Un crève-cœur pour les habitants, pour les habitués du retour au bercail en période de fête. Reportage à la gare de Rufisque, Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Le sentiment est le même chez les chefs de famille frappés par la mesure interdisant le transport interurbain. Des pères de famille députés de ne pouvoir pas passer la fête de Korité auprès de leur progéniture. Bon, c'est un peu difficile par rapport aux chauffeurs qui n'habitent pas dans les régions là où ils sont. Parce que si tu es un père de famille, aujourd'hui tu devais rentrer pour au moins fêter, assister à la fête devant vos familles et tu ne peux pas le faire, c'est un peu difficile. wax dëgg yàlla képp kuy ab jullit ginnaaw ba nga sant yàlla ba noppi boo sañoon jullee ji sëb dëkk waaye nag lépp lu mën a doon ci àdduna te nga xam ne sama borom moo ko wàccee
kenn wàccee ko kurut sama borom da ngay gëm yàlla. Une situation certes difficile mais compréhensible selon le correspondant de la radio Futur Média à Rufisque, originaire des Saloum. Mais comme vous le voyez, c'est une mesure sanitaire et nous ne pouvons qu'accepter cela. Et c'est très difficile quand même, vraiment, parce que la fête de Korité, c'est une fête qui nous donnait l'opportunité de rencontrer toute notre famille. Voilà, et ce ne sera pas possible cette année, on l'accepte. Bon, c'est une question de santé, c'est une question de l'intérêt national, je dirais. Et voilà, on va accepter cette mesure des autorités pour vraiment essayer de diminuer les cas de contamination du Covid-19. Et on accepte quoi, mais c'est très difficile quand même. Ces chefs de famille, visiblement affectés par ces situations, espèrent très vite retrouver leur famille. Et des retrouvailles se feront lors de la fête de Tabaski, pourquoi pas Ousseynou. Merci beaucoup. Habitués à crouler sous les commandes en cette période de veille de fête, les tailleurs sénégalais subissent les conséquences économiques de la crise. Comble de malheur, le couvre-feu les oblige à fermer les ateliers avant 21h. Habib Faye, Modou Diop dans la banlieue de Dakar. Conséquence de la Covid-19, les tailleurs ne sont pas épargnés. Difficile pour eux de revoir la clientèle à l'approche de la fête de Korité, contrairement à l'année précédente. Les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés où ils siègent sont réduites. La crise nous affecte tous. Nous n'avons pas de clients. Nous rendons grâce à Dieu, même si cette année le travail ne se déroule pas comme prévu à cause de la pandémie. L'heure de la fermeture du marché à 17h est aussi un problème, contrairement à l'année dernière où nous passions toute la nuit à coudre les tissus. La clientèle se fait rare cette année à cause de la pandémie. Impossible de satisfaire aussi la demande. L'heure du travail est très limitée. Nous n'avons pas assez de temps pour satisfaire la demande. Nous avons beaucoup de commandes à finir à temps. Les quelques-unes que nous disposons nous posent déjà problème. Et là, nous avons sacrifié beaucoup de clients par peur. Ces tailleurs refusent de prendre un lot important de commandes par peur de ne pas la livrer à temps. C'est très dur de travailler sans avoir de l'argent. On dirait que l'on se fatigue pour rien. Pas de rentrée d'argent, certains clients vous remettent leur tissu sans vous donner une avance. C'est à nous de nous débrouiller pour acheter les fournitures nécessaires. À quelques jours de l'Eid el-Fitr, les tailleurs ont du mal à trouver de la clientèle. Elle se fait rare à cause de la pandémie. La fête de cette année 2020 semble impossible du côté des tailleurs qui ne bénéficient pas d'entrée de recettes. Merci Habib. Chassé croisé au sein de la magistrature. Vous le savez, cher Tidiane Coulibaly remplace désormais Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Un vaste mouvement qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Des interrogations entourent la démission de deux magistrats, Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Permutation et affectation au sein de la magistrature. Un chamboulement qui fait grincer des dents après 2 ans sans un conseil supérieur à la magistrature. À chaque fois qu'il y ait des nominations au niveau du conseil supérieur de la magistrature et qu'il y ait des suspicions et que les gens se posent des questions, mais pourquoi telle personne a été affectée à tel poste, pourquoi on a choisi telle personne, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un conseil supérieur de la magistrature qui est toujours présidé par le président de la République et le ministre de la Justice comme vice-président. Il faut aller vers ces réformes-là, faire de telle sorte que les magistrats puissent quand même décider eux-mêmes. Un état de fait envenimé par les modifications apportées à l'âge de la retraite de certains magistrats. Une situation qui a provoqué une cassure au sein de ce corps de prestige. La loi organique portant statut des magistrats, c'était en 2017, c'est passé à l'Assemblée et qui a été votée, et qui a porté l'âge de la retraite à 65 ans pour l'ensemble des magistrats, mais à 68 ans pour une certaine catégorie de magistrats qui sont considérés comme d'anciens magistrats qui étaient concernés par l'âge de la retraite de 68 ans. À partir de ce moment-là, on a noté quand même au niveau de la magistrature une certaine cassure. On a vu des jeunes magistrats. On a même vu l'Union des magistrats du Sénégal qui est censée défendre les intérêts matériels et moraux de tous les magistrats qui s'est levé pour dire que cette décision-là ne devait pas être appliquée. Si certains sont recasés, d'autres sont écartés injustement, une frange préfère démissionner. Nous n'avons pas assez de magistrats. Aujourd'hui, les magistrats tournent autour de 600, 700 pour 14 millions d'habitants. Donc si aujourd'hui on continue à détacher les magistrats pour les amener dans les ministères ou bien au niveau de la présidence, on risque quand même d'affaiblir
aujourd'hui la magistrature. Parce que la magistrature, c'est le dernier rempart dans un état de droit. Donc quand on y entre pour pouvoir faire correctement son travail et qu'on y voit quand même des pratiques qui sont aux antipodes de leur croyance, je pense que ces magistrats-là, à un moment donné, il y en a certains qui vont jusqu'à jeter l'éponge en se disant que de toute façon, les raisons pour lesquelles ils étaient entrés dans cette magistrature-là, ces raisons-là ne sont plus de mise. Malaise ou pas, le chamboulement au sein de la magistrature et la cascade de démissions poussent certains observateurs à remettre au goût du jour la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Et puis revenons sur la saisie de faux billets à Zac Mbao avec ce montant à peine croyable, 2 millions d'euros saisis par la section de recherche de Dakar. À Mbao, les populations s'indignent de l'insécurité qui sévirait dans cette localité. Reportage Salif Sow, Asmalik Diop. À la cité Zac Mbao, l'inquiétude a fini d'habiter ses habitants. L'affaire du trafic de faux billets de banque mise à nu par la section de recherche choque plus d'un ici. Je viens juste d'être informé et c'est le nom de la cité Zac Mbao qui a été donc évoqué dans cette affaire. Zac Mbao est à cheval entre Rufisque et Keur Mbaye Fall. Mais vraiment, je suis étonné. Nous n'avons pas besoin des faiseurs de malin, ceux qui vivent par des faux billets, de créer des faux billets. Alors nous vivons dans une zone cachette. C'est comme ça que je peux l'appeler. L'insécurité dans la zone est favorisée par son calme, sa position géographique, sans poste de police ni de gendarmerie. Le milieu favorise le grand banditisme. Zac Mbao, Keur Mbaye Fall, c'est une zone cachette. Il y a la forêt derrière nous. Il y a des cités où tu peux même égorger une personne sans que nul ne se rende compte. Donc ça, tout ça, ça pose problème. Il y a aussi des gens qui habitent parmi nous, entre guillemets, que nous connaissons tous, qui vivent par ce faux billet-là. Il y a des maisons propriétaires, d'accord, mais la majeure partie de cette zone-là, c'est habité par des locataires. Les faussaires, des bandits à col blanc le plus souvent, doivent tous être punis à la hauteur de leur acte, dit-on ici. Pas de deux poids, deux mesures, surtout, alerte-t-il. Donc, nous vivons dans un pays où la loi semble d'être volée en deux ailes. Alors, c'est pas normal. Pourquoi quand on entend ou bien une autorité, ou bien un soi-disant responsable dans la société, impliqué dans des faux billets, on va essayer de négocier. Non, 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 c'est pas normal. Ça n'encourage pas les autres. Et nous avons besoin d'une jeunesse saine, cultivée. Ici, les maisons sont occupées par des locataires le plus souvent. Différentes nationalités cohabitent dans cette cachette, comme les gens ici aiment bien l'appeler. Si Salif et parlons éducation, les autorités académiques se donnent les moyens d'une reprise effective. Le 2 juin, une rencontre a eu lieu entre l'inspectrice d'académie de Dakar et les 14 gouvernements scolaires. L'objectif pour l'IA est de rassurer, mais surtout de convaincre les élèves à regagner les classes le 2 juin. Toutes les précautions sanitaires seront prises selon Khadijatou Diallo. A peur. Parce que le Covid est là, surtout dans le département de Dakar. Donc, s'ils ont peur, c'est à juste raison. Maintenant, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de leur montrer tout simplement que nous avons aussi peur qu'eux, parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Donc, si on ouvre les écoles et qu'eux, ils doivent se déplacer pour aller étudier, cette crainte qui les habite, et multiplié par 2 à notre niveau, qui avons la responsabilité de les conduire à l'école. Donc nous sommes là pour leur montrer ce qui est en train d'être fait, pour les apaiser et pour les rassurer et leur dire que tout ce qui devrait être mis en place par rapport aux conditions d'hygiène pour les protéger, toutes ces mesures seront mises en place avant l'ouverture. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le bracelet électronique pour les personnes placées sous contrôle judiciaire devient une réalité au Sénégal. Le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal et consacrant le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines. Nous y reviendrons. Alors maintenant, dans le nord, à Guinguinéo, les populations
populations, alors maintenant dans le nord, les populations de Bok-Gissa Bundu à Matam réclament le liquide précieux. Le forage est en panne depuis plus d'1 an. Leur cri du cœur dans ce reportage d'Ali Bandeliang. De Bok-Gissa Bundu font face à de sérieuses difficultés d'accès à l'eau potable. En ce mois béni du Ramadan où le thermomètre affiche plus de 47 degrés à l'ombre, il n'y a plus que 2 puits où se bousculent les femmes à la charge de remplir les canaries. Nous sommes très fatigués, nous sommes même morts en ce mois de Ramadan. Toutes ces femmes que vous voyez ont jeûné sous cette forte chaleur. C'est comme ça que nous vivons. Depuis plus d'1 an, notre forage est en panne. Nous l'avons dit à tout le monde. Ils sont au courant, les autorités. Nous demandons à ce que le président de la République, Macky Sall, qu'il soit au courant de cette souffrance, qu'il nous vienne en aide. On n'a pas d'eau, nous sommes assoiffés, c'est dur. Conséquence, de nombreux avortements chez les femmes enceintes dans le village de Bok-Gissa Bundu. C'est l'infirmier chef de poste qui en fait la révélation. On a beaucoup de maladies, parce qu'il y a des maux de ventre et des diarrhées qui sont fréquents ici. Vraiment, avec aussi les mouvements que les femmes font pour aller puiser de l'eau. Voilà, Ali, maintenant tout le monde est au courant. Le forage de Bok-Gissa Bundu est en panne depuis 1 an. Et puis en Casamance, les acteurs du tourisme se préparent à l'après-Covid-19. Plusieurs réceptifs hôteliers ont reçu un accompagnement de l'État d'un montant total de 194 millions de francs CFA. Est-ce suffisant pour la relance du secteur en Casamance? Suivons la réponse de l'inspectrice régionale du tourisme, Marie-Louise Faye. Comme au niveau international, tout le monde est impacté. Chacun pensera d'abord à son tourisme local avant de s'ouvrir au tourisme international. Nous aussi, nous pensons à notre tourisme local qui nous permettra d'ouvrir pour dire effectivement que le tourisme commence petit à petit avant qu'on ne s'ouvre au niveau international. Le pourquoi de ce financement, c'est pour permettre à ces hôteliers d'être debout. Parce que quand une activité ne fonctionne pas, ça devient dur. Donc le financement permet de soutenir ces acteurs, de les accompagner et de leur permettre de faire face à cette crise sanitaire. Et ensuite, voilà, avec la relance, parce qu'on aura proposé par exemple aux acteurs donner des offres assez intéressantes pour que les Sénégalais puissent s'intéresser au tourisme. Alors maintenant à Guinguinéo, c'est dans la région de Kaolack, des enfants talibés d'origine gambienne et leur maître coranique rapatriés en Gambie. L'opération est initiée par le préfet du département, des enfants qui sont originaires du village de Saradindi en territoire gambien. Ibrahim Adjamé et Faligaï. C'est un retour organisé dans les règles de l'art devant la préfecture de Guinguinéo où ils passent leur toute dernière minute au Sénégal. Ces enfants sur le point de retourner chez eux en Gambie, leur lieu d'origine, attachent leurs valises à côté du véhicule de transport en commun devant les convoyés. C'est en présence de toutes les autorités locales, le préfet, le maire, le vice-président du conseil départemental et des services de sécurité de la gendarmerie que le rapatriement de ces enfants a été organisé. Aujourd'hui, nous organisons le retour de 22 enfants talibés dans leur localité d'origine, précisément en Gambie. Bien habillés en boubou blanche, chaussures neuves, assortis de masques de protection, tous les 22 enfants ont été répertoriés et fichés par la préfecture qui auparavant leur a fait subir une visite médicale pour s'assurer de leur état de santé. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de cas de maladie détectés. Et aussi, nous avons fait un appui en kit alimentaire d'abord et en kit d'hygiène. Aucune frustration ne se lit sur les visages de ces enfants ni sur celui de leur maître coranique qui tient par contre à remercier les autorités sénégalaises. Je prie pour que la paix règne au Sénégal. Je prie également pour les autorités, notamment le maire et le préfet. Un retour qui a suscité beaucoup d'émotions chez Madame le maire de la ville. Vraiment, c'est triste parce que les talibés sont devenus partie intégrante de notre société. Mais bon, situation oblige. N'empêche, Guinguinéo ne s'est pas encore totalement vidé de ses talibés selon le préfet. Mais le reste des 474 dont le retour est prévu tout prochainement restent confinés dans leurs daras respectifs.
Merci Ibrahima. Et puis l'acheminement des kits alimentaires se poursuit. 1677 kits ont été distribués aux familles vulnérables de Pout. Les familles ciblées affichent leur satisfaction dans ce reportage de Cheranta Diop Seylatir. Pout, 854 ménages des familles vulnérables ont reçu leur kit alimentaire. Elles sont durement affectées par le Covid-19. Le ministre du Développement communautaire Mansour Faye, venu présider le lancement de l'opération qui, selon lui, est survenu dans un contexte particulier. Ce plan de riposte à travers l'appui alimentaire apporte des éléments de réponse par rapport à cette insécurité alimentaire. Apporte des éléments de réponse puisque les ménages qui sont choisis, sélectionnés, enrôlés, ce sont ces ménages-là qui sont à même de recevoir cet appui alimentaire. Thiès est la 3e région en termes de volume devant accueillir ces appuis. Les délégués des quartiers ou les chefs de village, la société civile, les associations de jeunes, les associations de femmes, les imams, les curés, toutes les notabilités, en tout cas qui portent une voix au niveau local, ces notabilités-là ont eu à participer dans le choix des ménages de l'extension. Et cela a donné un résultat extraordinaire, puisque à l'heure où je vous parle, nous n'avons reçu aucune réclamation venant, en tout cas, ni des quartiers, ni des villages pour dire ceci ou cela. C'est un travail qui a été vraiment soutenu et encadré par l'administration territoriale, du gouverneur, en passant par le préfet, en passant par les sous-préfets et toute l'administration, les directions aussi, les directions de l'action sociale, les directions du développement communautaire à l'échelle déconcentrée. C'est ce travail aujourd'hui qui a permis de faire ce que nous sommes en train de faire. Le maire de Pout se félicite des efforts accomplis par l'État. 109 milliards pour un budget comme le Sénégal, il faut être un président de vision pour pouvoir le faire. Donc, un grand merci au président de la République et l'ensemble de ses ministres et ses collaborateurs. Des vérificateurs recrutés, formés et bien outillés sillonnent les quartiers de Pout. Leur rôle, c'est d'assurer le suivi de toutes les opérations. Et puis retenez qu'un des effets positifs de la pandémie est la baisse d'émissions de CO2 sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. D'après une étude publiée dans Nature Climate Change, en réduisant drastiquement l'activité économique mondiale et en entraînant un confinement dans de nombreux pays, le SARS-CoV-2 a provoqué une baisse de 8,6% des émissions de CO2 d'origine fossile sur la période allant du 1er janvier au 30 avril par rapport à la même période en 2019, soit plus d'1 milliard de tonnes évitées. En voilà une bonne nouvelle au moins. Et puis en sport, la décision de la Fédération sénégalaise de foot de terminer les championnats par la formule play-off et play-down n'est pas acceptée par certains clubs. L'instance dirigeante persiste tout de même. Tout club qui refuse de participer à cette formule le fera à ses risques et périls. Cher Sadi Boudjara. Dans la menace plutôt que d'une reculade, c'est la position adoptée par la Fédération sénégalaise de football face aux voix dissonantes sur la date de reprise des championnats et la formule retenue pour la phase retour. À travers un communiqué, Maître Augustin Senghor et ses collaborateurs se montrent déterminés contre les probables frondeurs et rappellent les règlements. Tout club refusant de prendre part aux compétitions suivant la formule décidée par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football tombe dans la mise en inactivité d'office avec la rétrogradation et la libération des joueurs qui auront le droit de signer dans un autre club de leur choix, comme stipulent les règles 32 et suivant les règlements généraux. Un rappel qui fait suite aux sorties de quelques membres des clubs tels que Teungueth FC, Casa Sport et Génération Foot qui fustigent une décision unilatérale de l'instance dirigeante. Le manque de concertation, de même que la formule de play-off et de play-down, sont dénoncés, poussant Madi Touré, le président de Génération Foot, à avancer l'idée d'une pétition pour le boycott. Va-t-il faire marche arrière devant les règlements de la Fédération sénégalaise de football? Nous aurons la réponse d'ici la reprise de la Ligue 1, programmée en novembre avec la formule de play-off et le play-down. Les 7 premiers du classement dominés par Teungueth FC joueront le titre de champion, tandis que les 7 autres se battront pour le maintien. Les clubs de chaque partie
vont se défier qu'une seule fois. Les points glanés seront ajoutés à ceux accumulés à la phase aller. Pour aider les équipes à faire face aux conséquences de la Covid-19 et terminer les championnats, l'octroi de subventions et d'appui allant de 5 millions pour les clubs de Ligue 1 à 250 000 francs CFA pour ceux de région. Pour aider les équipes à faire face aux conséquences de la Covid-19 et terminer les championnats, l'octroi de subventions et appui allant de 5 millions pour les clubs de Ligue 1 à 250 000 francs CFA pour ceux de région sont en cours, annonce la fédération. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les 5 minutes de SAS Pape Anne, votre émission Ziar et un peu plus tard, Quartier Général comme tous les soirs. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.